C'est parfait. Et du coup, bonjour à tous ceux qui sont venus, à qui on n'a pas encore dit bonjour. Aujourd'hui, du coup, on va parler de l'Azure Active Directory Domain Services. Hier, Cédric a présenté justement différents cas, différents scénarios qui nous sont à notre disposition quand on veut justement externaliser cet AD du local vers le cloud. Alors, que ce soit voilà, Azure AD Connect et puis on utilise Azure AD en tant que tel parce que on a besoin simplement d'un outil d'authentification et d'autorisation et puis finalement c'est amplement suffisant. Ou bien deux autres, alors je grossis un peu le trait, mais deux autres scénarios pour lesquels on va vraiment avoir besoin de son contrôleur de domaine. Alors soit je monte une machine virtuelle dans Azure et j'en fais un contrôleur de domaine, et puis ensuite je fais un Azure AD Connect entre cette machine et Azure AD, comme un serveur classique physique. Bon, ça, on va pas le faire, on va faire autre chose, même si on va monter ensemble une machine virtuelle. Alors je vais juste désactiver les micros. Hop, voilà, ça devrait être bon. Du coup, effectivement, on va pas forcément faire le scénario où on va monter une VM qu'on va mettre en rôle de contrôleur de domaine. On va quand même monter une VM pour le deuxième scénario. Donc, à peu de choses près, hein, vous verrez que on va voir un petit peu tout ce qu'il y a à voir d'un coup. Puisque là, aujourd'hui, on va faire de l'Azure AD Domain Services. Azure AD Domain Services, c'est un service PaaS. Alors, pour la petite parenthèse, les services PaaS, ça veut dire que j'ai pas accès à mon infrastructure. Donc, je n'ai pas accès au contrôleur de domaine qui est derrière. En réalité, il y a un contrôleur de domaine qui est redondé. Cédric vous parlait des différentes SKU niveau standard, Enterprise, Premium. Ce qui va les différencier, ça va être les types de forêts qu'on pourra utiliser et ça va être aussi la fréquence de sauvegarde de ces deux contrôleurs de domaine, hein, finalement, qui sont là en arrière-plan, auto-managés par Microsoft. Parce que c'est du pass, on parle de haute disponibilité, donc sauvegarde automatique et mise à disposition en haute disponibilité avec un SLA de 99-95 au minimum si je ne m'abuse, sinon plus. À revérifier par la suite. Cependant que si vous voulez mettre ce service en place, il vous faut une petite machine, ne serait-ce que pour récupérer vos outils habituels. Je pense aux outils ADLDS par exemple. Donc, on va voir ça ensemble. Je vous propose qu'on aille sur mon tenant. Alors, le tenant qui est tout beau, où il n'y a absolument plus rien dessus. Normalement, c'est celui-ci. Ça devrait s'afficher dans les quelques secondes qui arrivent. Voilà, donc normalement, vous devez voir mon portail. On ira juste sur la partie tutoriel pour cette partie-là, puisqu'on n'aura pas le temps de le voir malheureusement. Pour faire très simple, le déploiement d'un Azure Active Directory Domain Services. Ça prend vraiment pas longtemps. Vous allez voir que c'est un formulaire. Par contre, il y a certaines étapes qui vont être très importantes. Les étapes qu'on va voir aujourd'hui, on va les faire dans le bon ordre. Peut-être une seule étape qui sera faite à la va-vite, celle du VNet, parce qu'il n'y a pas de réelles conséquences. Mais en tout cas, sur la partie création d'un utilisateur, reset de mot de passe pour prendre en compte le hachage de mot de passe, et vous allez comprendre juste après pourquoi. Mais tout ça, c'est des choses qu'il va falloir faire au bon moment. Et puis, pareil, pour ce qui est de la machine virtuelle, on va préférer attendre de déployer la DDS avant de créer la machine virtuelle. Donc du coup, pour faire tout ça, premièrement, vous êtes donc sur un portail Azure. Vous voyez, j'ai absolument plus rien de déployer. Donc portail complètement vierge. Et donc le premier réflexe, ça va être de chercher l'Azure Active Directory Domain Services. Donc vous recherchez domaine et puis vous l'avez assez rapidement, hein, Azure AD Domain Services ici. Vous êtes sur le menu de création. Donc c'est vrai pour tout ce qui est dans Azure, hein. Vous cherchez la machine virtuelle, vous avez un menu machine virtuelle avec toutes vos machines virtuelles listées, etc. Pareil pour les coffres, les comptes de stockage ou autres. Ici, à chaque fois, il faudra aller faire créer. Voilà, ça vous permet de rentrer dans le formulaire de création. Azure, c'est beaucoup de formulaires, c'est beaucoup de suivant. Alors, il y a de la configuration et des paramétrages à connaître, c'est sûr. Mais au moins, voilà, on va toujours se retrouver plus ou moins sous cette même type de page pour créer des ressources. Donc ça, c'est assez agréable. On retrouve toujours nos petits. Première chose qu'on nous demande à chaque fois, quelle que soit la ressource, c'est de leur raccrocher à un abonnement.
Normalement, vous en avez qu'un seul, celui que vous avez pris en CSP chez Alzo, bien entendu. Bon, il est possible que vous ayez plusieurs abonnements, donc faites bien attention à le raccrocher au bon abonnement. Tout ce que vous faites sur Azure, c'est de la consommation. Comme c'est de la consommation, il faut la rattacher à une entité de facturation, et cette entité-là, bah, c'est l'abonnement en question. Donc aujourd'hui, je pourrais très bien avoir 3 abonnements pour faire de la sous-facturation en interne sur mes différentes filiales, etc., par exemple. Donc, on choisit l'abonnement, on choisit le groupe de ressources. Alors, moi, j'en ai un qui a été créé spécifiquement puisque je voulais juste voir un petit peu si tout se passait bien. Je n'ai pas forcément créé la DDS, mais normalement, bah, de base, vous allez devoir en créer un puisque vous n'en avez pas encore. Donc ici, bah, je vais l'appeler groupe ressources. Allons-y, hop, ressources AADDS, donc pour Azure Active Directory Domain Services. Et ce que je vais faire, si je l'appelle comme ça, c'est parce que je ne vais mettre que les services autour de mon Active Directory Domain Services dans ce groupe-là. Le groupe de ressources, c'est un peu le contenant logique dans lequel je vais mettre toutes mes ressources qui ont le même cycle de vie. Ici, bah, le jour où j'ai plus besoin de mon ADDS, j'aurai plus besoin non plus des services qui vont avec. Potentiellement, la seule chose que je garderai, c'est peut-être le réseau virtuel, le VNet sur lequel il sera posé, parce que peut-être que j'aurai déjà des machines posées dessus, et celles-ci, même si elles auront été sorties du domaine pour X raisons et n'auront plus besoin de la ADDS, peut-être auront-elles quand même besoin de continuer de tourner, et dans ce cas-là, il faudrait quand même garder le réseau virtuel. Mais en tout cas, ici, je me dis, voilà, tout ce que je vais déployer qui va faire fonctionner mon ADDS, je vais le mettre au même endroit. Ça me permet de savoir où sont déployées et gérer mes ressources. Ça, c'est la petite parenthèse groupe de ressources à toujours garder. Et puis, très rapidement, on me demande voilà, bah, mon nom de domaine DNS. Alors, je ne vais pas forcément aller chercher très très loin, hein. Ça a été le nom de domaine de mon tenant qui a été créé automatiquement. On peut bien entendu choisir un nom de DNS différent. Vous avez aussi la possibilité voilà, d'avoir des certificats, alors soit directement avec Microsoft ou soit avec d'autres acteurs, bien sûr. Mais moi, je vais partir sur quelque chose de, voilà, par défaut. Mon tenant, c'est KCT 934.microsoft.com. Partir sur ce DNS-là. Hop. On peut choisir la région dans laquelle vous allez déployer, bien entendu, l'Azure Active Directory Domain Services. Je regardais s'il y avait des questions, mais pour l'instant, non. Et du coup, une fois que j'ai fait ces premiers petits paramétrages, il y a un paramétrage qui est très important, c'est celui-ci. C'est le niveau de SKU. Vous voyez que si je prends Enterprise ou Premium, on me donne la possibilité de faire de la forêt de ressources ou de la forêt d'utilisateurs. J'ai le choix. Alors, si j'ai besoin de savoir à quoi correspondent ces ressources, je peux effectivement regarder ici, hein, on nous rappelle, alors il y a une documentation aussi Microsoft hein, sur doc.microsoft.com qui l'explique peut-être un peu plus en détail que ce qu'on va voir ici. Mais vous avez un petit rappel de quand est-ce que je prends de la forêt d'utilisateurs et quand est-ce que je prends de la forêt de ressources. Typiquement, lorsque je dois me connecter via un AD local, mais me connecter tout de même à des ressources dans Azure, eh bien, je vais avoir besoin de prendre une forêt de ressources parce qu'elle est en capacité de faire de la forêt d'approbation, par exemple. Donc, vous avez effectivement ces petites explications qui peuvent être assez intéressantes, toujours sous le coude. Ça, c'est ce qui est agréable aussi dans Azure, c'est que généralement, je dis bien généralement, c'est pas 100% le cas, mais vous avez les informations très, très simplement, on va dire. Dans le cas où vous n'avez pas besoin d'utiliser le local et où on va vraiment partir sur un scénario donc full cloud, on peut se contenter finalement des ressources à utilisateurs. Et ce qui va du coup différencier le premium, l'enterprise et le standard, si on reste en utilisateur, ça va être la fréquence de sauvegarde. Alors, de mémoire sur le standard, vos contrôleurs de domaine, puisqu'il y en a deux, il y a un contrôleur de domaine qui est redondé, sont sauvegardés tous les 5 jours. En Enterprise, on est sur tous les 3 jours et Premium tous les jours, si je ne m'abuse. Ça, c'est disponible, ce genre d'information, justement sur le lien que je vous partagerai tout à l'heure, et qui regroupe les différences entre les forêts d'utilisation et puis tout simplement les SKU entre elles-mêmes. Donc ça peut toujours être intéressant de les avoir. Donc, moi, je pars sur du standard. Hier, on vous donnait un tarif de 140 € à tout casser, donc 93 pour la DDS et puis le reste pour la petite machine virtuelle qu'on va mettre à disposition pour gérer nos outils.
C'est vrai pour le standard. En Enterprise, en Premium, vous êtes sur un autre tarif. À la limite, on regardera ça tout à l'heure. Donc ici, en standard, bien entendu, je ne peux pas prendre de ressources, hein, vous l'avez compris, ça sera que de l'utilisateur. Et une fois que je suis d'accord avec moi-même, avec mes choix, je vais pouvoir passer à la partie suivante qui va être la partie mise en réseau. La mise en réseau qui va être importante. On propose de choisir un VNet que j'aurais déjà créé. Pour le coup, je n'en ai pas. On me demande d'en faire un nouveau pour le coup. Je peux le faire au préalable, en amont. C'est même à la limite souhaitable si vous voulez être sûr d'avoir toutes les bonnes pratiques, on va dire, de Microsoft, puisque pour l'Azure AD Domain Services, vous devez avoir un VNet, et puis vous devez aussi avoir un subnet, mais un subnet, un sous-réseau qui va ne pas comporter qu'une seule adresse, mais deux au minimum, puisqu'encore une fois, on a deux contrôleurs de domaine. Chacun vont être sur leur sous-réseau respectif. On peut le prévoir en amont. Mais si vous êtes comme moi et que vous ne le prévoyez pas, dans le pire des cas, il y aura une petite erreur, on va dire, légère et encore. C'est simplement que lorsqu'on aura déployé la chose, on aura un message qui nous demandera de corriger cette partie-là pour pouvoir configurer le DNS. Dans tous les cas, il faudra configurer le DNS et dans tous les cas, ce sera un clic, qu'il fasse la correction ou pas sur notre VNet. Donc autant le faire de cette manière-là, ça vous fait gagner un peu de temps. Et puis surtout, ça marche tout aussi bien, sachant qu'ils vous disent ce qui va être corrigé et comment. Et dans tous les cas, c'est comme ça que vous l'auriez monté de base. Donc ici, juste s'assurer d'avoir le VNet et le sous-réseau. On peut les nommer, on peut nous-mêmes le faire, hein, bien entendu. On peut ajouter autant de plages d'adressage que l'on souhaite sur les différentes adresses qui nous intéressent et les sous-réseaux par la suite. Alors, il faut bien commencer par les plages d'adresse avant les sous-réseaux. On comprend moins bien sinon Azure. Je peux lui donner aussi un autre nom que ADDS. Je pourrais l'appeler simplement VNet Prod. Voilà, pourquoi pas. Hop, VNet Prod. Et puis, si demain, j'ai plus besoin de mon ADDS, encore une fois, pour X raison, bah, je pourrais quand même garder mon VNet. Il ne sera pas affilié, on va dire, à l'ADDS avec son nom. Voilà, tout simplement. ADDS Subnet, je vais le laisser. Et juste pour l'exemple, je vais laisser exactement ça comme ça. Et je vais laisser faire la correction à la fin. Donc, on va faire OK. Voilà, on lui a changé le nom, bon, très bien. Les adresses, je pense qu'il y a de par défaut, encore une fois. Vous avez la possibilité de paramétrer. Et puis après, on va aller dans la partie administration. Alors, c'est très important si jamais ce n'est pas coché. Je vous conseille de cocher au moins cette partie-là, membre du groupe administrateur AAD-DC. Vous avez besoin de plusieurs, parfois, en tout cas au minimum d'un administrateur des contrôleurs de domaine de l'Azure Active Directory Domain Services. Si vous ne le faites pas ici, ça va être tout de suite plus compliqué par la suite. Je ne dis pas que c'est infaisable, mais ça va être compliqué. Donc, n'hésitez pas, pour n'oublier surtout pas, je veux dire, à bien cocher membre du groupe administrateur AADDC comme admin de mon service AADDS. Je pourrais y mettre qui je veux, bien entendu, dans ce groupe-là. Ça reste un groupe de l'Azure Active Directory, comme on a l'habitude d'en avoir. Bon, pour le coup, je vais aussi mettre mes administrateurs généraux de l'Azure AD. Pour d'ailleurs, c'est le même utilisateur chez moi qui est administrateur des deux groupes. Enfin, qui est administrateur, qui a les droits sur les deux paramètres. Sinon, vous pouvez aussi ajouter tout simplement les emails qui vous intéressent. Ce n'est pas très RGPD friendly, ça. Vous pouvez mettre toutes les adresses email qui vous intéressent pour pouvoir justement être admin de ce service. Sur la partie suivante, vous pouvez voir un peu le type de synchronisation. Donc, soit vous choisissez l'étendue et les groupes que vous voulez synchroniser, soit vous prenez absolument tout ce qui est plutôt, on va dire, la façon la plus simple. Et en réalité, c'est un peu ce que vous allez faire quand vous allez faire un nouvel abonnement Azure et que vous allez récupérer l'entièreté justement de l'AD d'un client. Je vous conseille de laisser en tout et de ne pas se limiter sur l'étendue justement de la synchronisation, alors qu'il est unidirectionnel hein, pour le coup, avec la DDS. Côté sécurité, vous pouvez choisir de faire du TLS que du 1.2 ou du NTLM que du V1, ou bien vous pouvez le laisser en désactivé. Par défaut, c'est désactivé, donc ça, il faut le savoir. Donc en fonction de vos besoins,
réel avec les clients. Vous avez ici de la possibilité d'activer ou de désactiver comme vous le souhaitez. Pareil, synchronisation du mot de passe à partir d'un emplacement local. S'il n'y a pas d'emplacement local, que je pars sur quelque chose de complètement nouveau, finalement, j'en ai peut-être pas forcément besoin. Mais si vous l'activez, ça permettra effectivement de faire l'un des scénarios que je vous expliqué hier et qui permet de récupérer les mots de passe que l'on aurait en local, par exemple. Chiffrement, vous avez le choix d'activer ou pas le chiffrement Kerberos, voire le blindage Kerberos. Alors pour le coup, moi je vais juste laisser le chiffrement, je vais pas forcément activer le blindage. Ces différents paramètres là qu'on voit ici n'ont pas d'impact sur la partie tarifaire de l'Azure Active Directory Domain Services. Ce sont juste des configurations qui me permettent de dire voilà comment je veux mettre en place les différentes sécurités, mais pas de souci là-dessus. Alors, je vois que Cédric a répondu à une question. Oui, effectivement, pour Ouais, ceux qui se c'était pour posent les des questions, enregistrements. voilà, tous les enregistrements, on va faire cette petite parenthèse. Le 5 novembre à peu près, normalement, je pense que je devrais pouvoir vous partager un dossier OneDrive avec les vidéos, un peu de contenu aussi. On mettra peut-être quelques PowerPoint qui peuvent potentiellement vous intéresser, des liens aussi, pourquoi pas, mais pas avant, parce que RGPD oblige, je vais devoir faire un minimum de travail pour effacer autant que faire se peut vos noms puisque RGPD. Voilà, tout simplement. Donc, et vu le temps de traitement et vu ma bande passante, là je parle de vraiment la bande passante Internet. Je le disais hier, j'ai un temps d'upload qui est juste horrible. Donc comptez ouais, vers le 5 novembre si tout se passe bien. Et m'en veuillez pas si c'est le 6 ou le 7. Voilà. Mais vous les aurez. Pour l'instant, pas de replay encore. Donc du coup, je retourne sur mon Azure Active Directory Domain Services. Donc je suis maître de ce que je veux mettre en place en termes de sécurité. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer à la section suivante, les étiquettes. Et les étiquettes, c'est malheureusement très sous-estimé aujourd'hui dans les architectures Azure. Les étiquettes, elles portent bien leur nom, hein. Ce sont juste des tags que je vais mettre sur mes ressources. Seulement, il y a des choses qui peuvent être très intéressantes. Alors ici, vous le voyez, on voit que je suis connecté en tant que Kevin Coulon-Tomac sur mon adresse. Donc quand je vais créer cette ressource-là dans l'historique, pas de secret, on saura qui l'a créée. Si j'étais sur un admin@kct934.microsoft.com, cet admin, peut-être qu'il a été partagé avec Bernard, avec Roger, avec qui on veut. Ça peut être assez intéressant déjà de se dire, voilà, qui est le créateur de ce service, et puis de préciser la personne en question. Ça permet de gérer un peu plus. Alors, si vous avez 3000 Kevin dans l'entreprise, faites pas de comme moi, mettez le nom aussi, ça peut être intéressant. La raison aussi pour laquelle vous le créez. Alors moi ici, la raison c'est simple, ça va être l'atelier MS. Octobre, allez, allons-y, atelier MS octobre. Mais au-delà de ça, là, ce sont des étiquettes qui, pour moi, vont me servir. En tout cas, la partie raison atelier octobre, ça va me servir puisque je vais pouvoir sortir toutes les ressources que j'aurais créées pour ces ateliers-là et les supprimer facilement, ou peut-être les gérer, les modifier comme j'en aurai envie. Mais ça me permet de faire le tri dans mes ressources. Il y a un tri qui est super important, c'est au niveau de la facturation des projets. Vous avez un client qui a un projet, qui a de multiples projets, même sur Azure. Il a son projet de monter un ERP, il a un autre projet de monter des web apps pour son site web, par exemple. Ce sont des projets pour lesquels il a peut-être envie d'avoir une analyse fine de sa consommation, de savoir combien lui a coûté son ERP dans Azure avec les machines virtuelles, les comptes de stockage, les bases de données SQL ou NoSQL, tout ce qu'on veut, mettez les étiquettes. Comme ça va vous permettre de faire une analyse, puisque même si vous passez en CSP via le portail Alzo, dans Alzo, on a cette possibilité-là de faire une recherche par étiquette. Les recherches par étiquette vont juste avoir leurs limitations sur les réservations. Parce qu'en CSP, vous avez chaque réservation de machine virtuelle, par exemple, qui se gère en mode facturation de manière unique et indépendante à l'Azure Plan, même si elles sont raccrochées à l'Azure Plan, bien entendu. Donc du coup, ça sera la seule limite qu'on aura, et c'est pour ça que les réservations, ça serait aussi intéressant de les nommer de manière à les retrouver très rapidement et avoir une gestion très très fine pour faire de l'optimisation financière si besoin.
Donc voilà un petit peu l'intérêt des étiquettes. L'autre intérêt, c'est pour les machines virtuelles, sauf que ça, je vais vous montrer ça juste après. Donc pour les étiquettes, pour moi, ça me va très bien. Je laisse Azure valider. Par moment, pour certains services, vous avez un message en vert qui vous dit c'est validé. N'oubliez pas de créer le service, parce que généralement, voilà, ça arrive et on se retape juste tout le formulaire. Donc il ne faut pas oublier de créer. Par contre, ici, il ne nous a pas fait un message de validation, parce qu'il a un message de validation qui lui est propre. Voilà, on le voit apparaître ici. Il nous dit bien que le nom DNS ne pourra pas être modifié si je déploie ce service tel que je l'ai configuré là maintenant. Je ne pourrai pas changer l'abonnement non plus. Imaginons, demain, vous avez un client qui vous dit « j'ai déjà de l'Azure, je paye en direct avec Microsoft. Je veux migrer en CSPA avec vous parce que j'ai envie d'avoir des services avec vous et je veux que ce soit vous qui me vendiez le service, l'abonnement Azure. » Très bien, pas de souci. Tous les processus sont connus, on peut le faire, mais certains services ne pourront pas être migrés, déplacés. Voilà. Parce que la DDS, on ne peut pas le changer d'abonnement. Je vais aller un tout petit peu plus loin, c'est qu'avec la DDS, on va avoir donc 2 contrôleurs de domaine qui seront en arrière-plan et qui vont avoir des adresses IP standards, puisque justement il y a du load balancer, qui est, utilisé par l'Azure AD Domain Services et les load balancers dans Azure ne sont capables de gérer des adresses IP que quand elles sont standards et quand elles sont standards, on ne peut pas les déplacer d'un abonnement à un autre aussi. Donc, bien se dire que le jour où je dois migrer d'un abonnement à un autre et que j'ai de l'Azure ADDS, je vais devoir casser mon ADDS, refaire mon ADDS. Donc ça, c'est à prendre en considération. Les autres choses à prendre en considération, c'est le fait que le groupe de ressources dans lequel je déploie la ressource et qui va me permettre de gérer les ressources comme j'en ai envie, ne pourra pas être modifié non plus. Donc c'est toujours intéressant de lui donner un nom qui est bien spécifique, qu'on va retrouver là rapidement. Le réseau virtuel, le sous-réseau et le type de forêt, pareil, ce sont des choses qu'on ne pourra pas modifier. Donc demain, vous vous rendez compte que finalement, votre client, il a besoin de faire des forêts d'approbation parce que finalement, il veut utiliser son AD local pour pouvoir se connecter directement vers Azure. Certes, il y a des choses qui sont beaucoup plus simples de mise en place, mais la possibilité, ce serait effectivement d'avoir cette forêt de ressources dans la DDS, sauf que si vous êtes parti en utilisateur, vous cassez tout, vous recommencez. Donc, bien faire attention à ça. On a tendance à juste oublier de lire cette petite partie-là et de s'étonner après. Vous êtes prévenu, vous ne serez donc pas étonné. Donc, une fois qu'on est d'accord avec justement toute cette revue et le fait que ce qu'on a choisi ne pourra pas être modifié, on va pouvoir lancer la création. Et là, vous avez donc la création qui se lance. Ce qui est intéressant pour toute création dans Azure, vous avez le petit historique qui va venir au fur et à mesure. Et puis, hop, sur le côté gauche, vous avez les modèles, les scripts. Alors moi, je ne sais pas scripter. Lire les scripts, ça va. Les modifier aussi. Créer des scripts très simples, très basiques. Pourquoi pas. Mais par contre, si vous êtes à l'aise avec les scripts, ça peut être très intéressant d'aller voir un petit peu ce qui se passe dedans, puisque vous avez des paramètres que vous allez pouvoir récupérer tout simplement pour, pourquoi pas, optimiser vos prochains déploiements chez vos clients. Et donc, plutôt que de refaire tout ce qu'on a fait là, si vous savez que à chaque fois, vous allez refaire la même chose, reprenez le script, mettez des paramètres par défaut, ce qui vous permettra d'avoir le moins de formulaires possible, et puis ça permettra de commencer à faire de l'industrialisation chez vos clients. C'est vrai pour la DDS, c'est vrai pour absolument tout, le compte de stockage, la machine virtuelle, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour dans les modèles de déploiement. Et puis, pour ce qui est de ce service, on va le laisser tourner. Ça prend 35 à 45 minutes avant que le service à DDS ne soit déployé. J'insiste en disant le service et le mot déployé. Il sera déployé, il ne sera pas encore utilisable, puisqu'après derrière, vous l'avez compris, on fera de la configuration du DNS, ou plutôt on demandera à Azure de configurer le DNS tout seul comme un grand, et ça pourra prendre entre 1 à 3 heures. Ne le faites pas un vendredi soir si vous avez envie de partir en week-end. Une fois qu'on a fait ça, on va devoir faire une chose qui est très importante, mais je vais le laisser tourner et je vais vous montrer à quoi va ressembler justement l'étape d'après. Lorsqu'il sera déployé, votre message ici vous dira qu'effectivement le déploiement est réussi.
pourrez aller voir le service directement, ou bien hop, à partir de toutes vos ressources, vous verrez votre AADDS et vous pourrez rentrer dedans. Et quand on rentre dedans, vous allez avoir cette image-là. Donc c'est ce lien-là aussi que je vais vous partager, qui est vraiment le tutoriel sur lequel on se base et qui est bien fait, qui a été modifié avec certaines étapes qui n'avaient pas été mises en avant et qui le sont maintenant. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc du coup, mon service se déploie. Il va être en statut en cours de déploiement ou deploying, je ne sais pas comment ils l'auront traduit en français. Il faudra attendre effectivement qu'il soit en cours d'exécution pour pouvoir passer à la suite. Tant qu'il n'est pas en exécution, bah, on ne pourra pas passer sur la partie paramètres de DNS. Si on avait bien mis les bons sous-réseaux tels que le guide d'ailleurs nous propose, on aurait juste ce bouton-là qui apparaîtrait dans la partie étape de configuration requise. On vous demande de faire la mise à jour DNS et donc de configurer. Et vous avez juste à cliquer dessus, ça va lancer tout un processus qui va configurer le DNS qui va être assez long. Typiquement dans ce que j'ai fait, avant de faire ça, plutôt au lieu de faire ça, je vais avoir un petit message tout en haut qui va me dire oui, mais on n'a pas forcément pris toutes les plages d'adresses qui sont nécessaires pour configurer. Cliquez ici pour corriger. Il va m'ajouter la plage d'adresse. Alors, il me spécifiera laquelle, bien entendu. Et puis, il va configurer le DNS par la suite. Alors, l'un ou l'autre, hein, dans tous les cas, ça reste un clic. Et dans tous les cas, on reste sur les mêmes types d'adresses que vous voyez ici, 10.0024, 10.0025, par exemple. Donc, vous avez juste ça à faire. Et c'est à partir de cet instant, quand soit vous avez cliqué sur configurer, soit sur le message qui s'afficherait ici, juste au-dessus de addescontoso.com ici, vous avez cliqué sur corriger. C'est là où ça va mouliner pendant 1 heure à 3 heures. Du coup, on va peut-être pas forcément le faire, nous, aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter un autre tenant qui, lui, a déjà un ADDS. Et ben, on va regarder ensemble les étapes supplémentaires, hein, pour le coup, celles qui vont être de déployer une machine virtuelle. Mais avant de déployer la machine virtuelle, on va peut-être faire un petit tour dans l'Azure Active Directory, puis on va peut-être aussi faire un utilisateur qui est très important, parce que sans lui, les jonctions domaines vont tout de suite moins bien se faire. Du coup, je vais vous présenter une autre fenêtre, un peu plus fouillie, on va pas se mentir. Si je ne me trompe pas, ça va être celle-ci. C'est parfait. Ah, ma session desktop a expiré. Ça, c'était normal, c'était à prévoir. C'est l'effet démo. Oh, bah, c'est surtout que j'en ai pas besoin et que j'ai demandé à ce qu'il me déconnecte toutes les heures pour refaire le MFA toutes les heures. Voilà, j'ai voulu voir, j'ai voulu tenter. Bon, a priori, ça marche bien. Du coup, autre tenant, autre abonnement, mais je vais retrouver mon Azure Active Directory Domain Services. Alors, je peux le retrouver dans toutes mes ressources. Heureusement, vous, quand vous le ferez, vous n'aurez pas toutes les ressources que vous voyez ici. Vous en aurez que quelques-unes. J'allais dire une, c'est faux, puisque si on regarde bien, si je fais ma recherche, je vais le faire dans toutes les ressources. Hop. Azure Active Directory Domain Services. Voilà, vous avez à peu près ce nombre de ressources-là qui va être déployé dans ce que j'ai fait juste avant. C'est exactement la même chose. Vous allez avoir par défaut donc votre service AADDS, alors qui n'est pas là, mais on va le revoir, il n'y a pas de souci, c'est juste que je l'ai peut-être nommé autrement. Si je fais ça, peut-être qu'il va me le retrouver, c'est pas grave. On le retrouvera, je lui donnerai il doit avoir le nom de Webinar, tout simplement. Mais autour de ce service-là, vous avez tous ces services-là qui vont être déployés. Vous avez une adresse IP publique qui sera déployée. Vous avez vos deux interfaces réseau qui correspondent en réalité justement à vos contrôleurs de domaine. Alors, encore une fois, vous n'avez pas la main dessus, mais ils sont bel et bien existants. Et puis, il y a un load balancer, justement, qui gère le trafic entre les deux interfaces réseau de nos deux contrôleurs de domaine. On a le réseau virtuel. Là, pour le coup, vous voyez que j'ai gardé le nom par défaut à DDSVNet. Et parce qu'on a un réseau virtuel, on a forcément ce qu'on appelle un Network Security Group. Network Security Group qui agit en tant que pare-feu. Ce qui permet d'avoir des règles au niveau des ports, des protocoles, des adresses IP. Et je peux même spécifier quelle application, quel service
peut accéder au réseau virtuel ou à l'interface réseau que mon NSG va protéger et justement sous quel port. Donc c'est assez bien complet, c'est assez complet j'ai envie de dire. Et clairement, l'Azure Firewall, par exemple, ça n'embarque pas de base de données avec des adresses IP malveillantes déjà connues sur le marché, par exemple. Mais mine de rien, on a un outil qui est très complet, qui est en termes de simplicité d'utilisation beaucoup plus simple qu'Azure Firewall. Et d'ailleurs, Azure Firewall ne fait pas d'application security group, donc on ne pourra pas sélectionner l'application de service alors qu'on peut le faire avec le NSG. Et le NSG, c'est gratuit. Donc, comme on vous l'a dit hier, hein, quand il y a quelque chose de gratuit chez Microsoft, bah, on l'utilise parce que ça marche bien et ça ne nous coûte rien. Donc, on a tous ces services-là et c'est ce que vous verrez du coup quand vous aurez déployé votre Azure AD DS. Pour le coup, si je fais ma recherche dans Webinar, donc tout à l'heure, j'aurais fait ma recherche en KCT 934, tout simplement. Bah, on retrouve bien notre ressource Azure AD Domain Services. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Là, cette fois-ci, j'ai fait la recherche ici, avec la barre tout en haut, pas dans toutes les ressources. Ici, quand vous faites une recherche, vous avez des résultats concernant les services innés à Azure. J'avais fait une machine virtuelle, il m'aurait trouvé les machines virtuelles que je peux déployer. Vous avez les résultats de la place de marché et pourquoi pas justement des services d'éditeurs tierces. Et puis, vous avez toujours la possibilité de chercher des noms correspondant à vos ressources ou même à vos groupes de ressources. Donc, c'est un outil qui est assez complet aussi, hein, cette barre de recherche, et qui est très simple de lecture. Donc, du coup, je rentre dans mon Azure Active Domain Services. On va attendre qu'il fasse un peu de chargement. Voilà, il est en cours d'exécution. Donc, comme je vous le disais, hein, moi, ça a déjà été fait, mais soit vous avez le bouton configurer ici, soit vous avez une légère erreur qui arrive sur tout le long de cette barre avec un beau bouton corriger qui vous permet de terminer, de finaliser le déploiement de configuration de votre ADDS et de son DNS. On le fait avant de faire quoi que ce soit d'autre, mais si toutefois vous avez, pour X raison, déjà déployé une machine ou plusieurs machines virtuelles, et que la DDS n'a été déployée qu'après. Dans un sens, c'est pas bien grave, mais il vous faudra juste redémarrer les machines virtuelles pour la prise en compte du nouveau DNS. Voilà, ça c'est juste à savoir. C'est pour ça qu'on essaye de le faire, on va dire, dans les bonnes étapes pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc l'étape d'après, une fois qu'il est en cours d'exécution et que j'ai bien configuré mon DNS, je dois absolument faire en sorte d'avoir un admin de mon domaine. J'ai peut-être déjà des utilisateurs de Microsoft 365, peut-être des administrateurs dans tous les sens, mais on vous conseille, on s'est cassé les dents à plusieurs reprises avec Cédric sur ce sujet, c'est pour ça qu'on vous conseille fortement d'aller sur votre Active Directory, voilà, Azure Active Directory, et vous allez créer un nouvel utilisateur qui va être admin général et que vous allez ajouter dans le groupe AADDC. On va d'abord le faire et après je vous parlerai du mot de passe. Donc du coup, je fais nouvel utilisateur, créer un utilisateur. Je peux l'appeler admin domaine, par exemple. Bon, j'en ai déjà un qui s'appelle comme ça, donc on va l'appeler admin domaine, admin atelier. Allez, admin atelier au singulier. Admin atelier, je vérifie parce que j'ai pas envie de me tromper tout à l'heure. Donc pareil, hop. Admin atelier, parfait. Et ne faites pas un mot de passe compliqué. En fait, n'en faites pas du tout. Prenez le mot de passe qui vous est proposé automatiquement et juste copiez-le. Parce que ce qui se passe lorsqu'on crée un utilisateur full cloud, le hachage de mot de passe par défaut n'est pas pris en compte. Il y aura de hachage de mot de passe que lorsqu'on aura fait un reset de mot de passe. Et sans le hachage de mot de passe, on ne pourra pas utiliser cet utilisateur tout à l'heure pour faire une jonction au domaine de la machine qu'on aura créée. Donc ici, simplement, vous prenez le mot de passe, vous le copiez, vous le gardez dans le presse-papier. Vous n'oubliez pas d'ajouter cet utilisateur dans le groupe AADDC. Il était là, voilà, AADDC administrateur. Donc je clique dessus, il apparaît en bas. Je fais bien sélectionner. Donc là, on voit bien que j'ai un groupe sélectionné, tout va bien. Et puis, je ne vais pas lui donner le rôle d'utilisateur, mais d'administrateur général. Alors, si vous êtes en français, je vous conseille de faire de la recherche avec les accents.
Sinon, il a un petit peu de mal, Azure. Donc, administrateur général, je coche. Sinon, ce sera Global Administrator pour la partie anglais. Donc, je choisis ce droit-là. Donc, on le voit bien affiché. Après, pour le reste, j'ai envie de dire, est-ce qu'on va vraiment lui mettre un poste et un service? Non. On pourrait, pourquoi pas. Mais nous, on a déjà ce qu'il nous faut. Donc, on a créé cet utilisateur. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout simplement sur un navigateur en privé. Je vais faire le reset du mot de passe. Donc ça, vous n'allez pas forcément le voir, mais vous savez très bien à quoi correspond cette étape-là. Donc, hop, admin, on a dit atelier, point, et là, on est sur le webinar.on.microsoft.com. Voilà, c'est parfait. Ah, le mot de passe, qui est le mot de passe initial, ou plutôt le mot de passe temporaire, je le rentre. Il va automatiquement vous demander de changer de mot de passe. Donc, vous rappelez le mot de passe temporaire et vous mettez le mot de passe qui vous va le mieux. Normalement, j'ai dû guérir de ma maladie des mots de passe paumés lors des ateliers. J'espère. Croisez les doigts. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mon mot de passe qui a été réinitialisé. Je reviens avec vous sur le portail. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une machine virtuelle. Et puis, on va faire cette jonction de domaine. La seule chose qui va différencier avec le scénario où on utiliserait une machine virtuelle qui aurait le rôle d'AD, bah, c'est juste que cette machine-là, on ne va pas lui donner le rôle d'AD. Mais je vais vous montrer, vous allez voir que vous allez retrouver vos petits. Quand on fait ça, on est simplement sur un serveur manager classique de Windows. Donc, si vous avez l'habitude d'ouvrir le serveur manager d'une machine, une machine on-prem, oui, ça marche, vous aurez l'habitude de faire aussi la même chose dans Azure. Donc ici, une fois que j'ai fait mon Azure ADDS, j'ai configuré le DNS et j'ai créé mon utilisateur avec le hachage de mot de passe parce que le reset de mot de passe, je vais faire en sorte que cet utilisateur soit admin, mon domaine, donc dans groupe AAD DC Administrator, je peux aller créer une machine virtuelle pour compléter ce service-là. Donc, machine virtuelle, comme je vous l'ai dit, un menu de création, vous avez toutes les machines virtuelles que vous avez déjà créées, si c'est le cas, sinon il n'y en a pas. Et puis, on va aller faire création, machine virtuelle, et on va pouvoir remplir le formulaire, encore une fois. Sauf qu'il va falloir faire les choses bien comme il faut, notamment bien choisir son réseau virtuel, celui-là même où on a mis l'Azure AD Domain Services. Puisque par défaut, si vous le faites sur un autre réseau virtuel, bah, par défaut, ils vont pas communiquer ensemble les deux services. Deux ressources Azure peuvent communiquer si et seulement si elles sont sous le même réseau virtuel. Alors, il est possible d'avoir deux réseaux virtuels distincts avec des ressources déployées dans chacun de ces deux réseaux virtuels, donc de base qui ne communiqueront pas. On peut faire du peering pour appairer justement les deux réseaux virtuels, en sorte que Azure le voit comme un seul réseau et fasse communiquer toutes les ressources entre elles. Mais pour le coup, on sait que cette machine-là, elle aura pour vocation à être l'outil de management finalement de notre ADDS. Donc elle a tout intérêt d'être dans le même réseau virtuel que mon ADDS et puis même dans le même groupe de ressources finalement, puisque elle va avoir le même cycle de vie que mon ADDS. Donc ici, je vais retrouver le groupe de ressources que j'ai déjà créé. Alors là, on est sur un autre tenant pour le coup, et j'ai dû le mettre dans atelier MS. Et n'hésitez pas à reprendre le groupe de ressources que vous avez déjà créé. Pour son petit nom, ce n'est pas un contrôleur de domaine ici, pour la ADDS. Encore une fois, on ne lui donne pas ce rôle-là. Donc, je vous conseille de ne pas mettre DC ou contrôleur de domaine ou domaine contrôleur, comme vous voulez. Ça pourrait prêter à confusion. Moi, je l'appelle Management VM, mais j'en ai déjà une. Je vais appeler la Management VM 2. Voilà, tout simplement. Vous pouvez choisir son emplacement aussi. France Centre pour bénéficier des data centers en France et de toutes leurs certifications. Pareil, si ça vous intéresse, dans le dossier qui sera partagé avec les replays, je vous mettrai une petite slide et vous avez des informations concernant toutes les certifications qu'ont les data centers. Au niveau de la redondance pour les machines virtuelles. Et si je vais parler de redondance, mais sachez que vous pouvez choisir la zone de disponibilité de vos machines. C'est-à-dire que je peux choisir parmi 3 zones, là où je vais déployer ma machine. Alors, je n'en déploie qu'une seule, donc je ne vais pas faire de groupe à haute disponibilité, parce que c'est une autre possibilité de le faire.
Et j'en ai déjà qui tournent très bien en arrière-plan. Je ne vais pas non plus faire de scale set pour la mise à l'échelle automatique, ce qu'ils appellent groupe de machines virtuelles identiques. Je ne vais pas non plus choisir spécifiquement une zone de disponibilité. Je pourrais le faire. Quand je choisis une zone de disponibilité, j'en ai 3, et ça correspond tout simplement au data center sur lequel vous voulez déployer vos ressources. Là, pour le coup, comme je déploie qu'une seule machine, il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment, il y a même strictement aucun intérêt de faire quoi que ce soit au niveau de la redondance. Pour ce qui est de la sécurité, du type de sécurité, on me demande de faire du standard ou pas. Alors le standard, généralement, c'est là-dessus qu'on part, hein, quoi qu'il arrive. Ça permet d'avoir le SLA de Microsoft. Il est possible d'avoir des machines virtuelles en mode basique. Ça, vous l'avez peut-être déjà vu dans les calculatrices Azure, sauf que là, vous n'avez pas de SLA. On évite. Comme pour toutes les machines virtuelles, vous avez l'image qui vous intéresse. Vous pouvez aller chercher parmi tout un panel d'images dans la marketplace. Moi, je vais partir sur un Windows Server 2019. Ça marche très bien, il n'y a aucun souci. Petite parenthèse, un Windows Server 2016 ou 2019, ce sera le même prix, hein, c'est du Windows Server, tout simplement. Et ce qui est très important, c'est que l'image que vous choisissez, ainsi que la performance aussi. On voit ici les modèles de taille de la machine. Ce sont les deux informations qui vont conditionner votre coût de calcul de la machine. Vous n'avez pas à apporter une licence Windows Server en plus. Vous n'avez pas non plus à prévoir les cal users. Tout ça, c'est compris dans le coût de compute. À la limite, la seule chose qu'on pourrait prendre en plus pour les machines virtuelles, c'est si ma machine était accessible par des utilisateurs en RDS. Là, effectivement, potentiellement, j'aurais des cal RDS. Sauf que là, c'est absolument pas le cas sur cette machine. Là, ici, donc, Windows Server 2019. La taille, alors, je suis déjà sur une B2S, 2 cœurs 4 Go, c'est amplement suffisant. Mais si jamais ça ne me suffisait pas, je peux voir toutes les tailles et puis aller chercher différentes tailles. Parmi les plus utilisées, ou bien en fonction des différentes familles, vous avez un rappel à chaque fois, on va dire un résumé qui décrit un peu la famille et pourquoi elle est intéressante. Maintenant, pareil, ça sera un lien qu'on vous partagera avec tous les détails et les configurations aussi du matériel physique qu'il y a derrière les différentes familles. Toujours agréable d'avoir ça sous le coude. Bon, ici, je vais rester en B2S. Allez, B2MS, pourquoi pas, 2 cœurs 8 Go, on va se faire plaisir. Hop, je sélectionne ma machine et je fais attention de ne pas cocher Azure Spot. Si jamais vous voulez savoir ce que c'est une méthode de bien contrôler son budget en disant par exemple, voilà, je vais définir un prix, alors c'est en dollars, je vais dire par exemple, au bout de 200 $, que va-t-il se passer? Eh bien, j'arrête, je libère ma machine, c'est-à-dire que le coût de compute, je n'en aurai plus. Je peux même continuer à payer son stockage et puis sa sauvegarde et tout ce qui va avec, hein, bien sûr. Ou bien, est-ce qu'arrivé au bout de 200 $, tout simplement, je supprime le service et tout ce qui va avec. C'est un peu drastique en termes de test. C'est pourquoi pas intéressant, mais je préfère avoir une gestion manuelle et beaucoup plus fine de mes propres tests. Donc moi, je vous déconseille de l'utiliser. Après, voilà, faites-en ce que vous voulez pour le mode test. Par contre, pour le mode production, absolument, ne le cochez pas. On vous demande ensuite, on vous demande un compte administrateur en local. Rappelez-vous-en, ne faites pas comme je fais souvent. Vous mettez un compte ici qui ne sera pas récupérable. Il y a une manière de le récupérer, mais elle est un peu complexe. Et elle ne marche pas toujours. Donc, vraiment, dites-vous que ce compte administrateur, c'est un compte local pour l'administration de la machine. Vous le faites, vous le gardez, vous faites ce que vous voulez pour le garder en mémoire. Vous pouvez même utiliser Azure Key Vault si vous voulez, hein, pourquoi pas, ce sera un autre service qui peut être assez intéressant et qui peut garder tous vos secrets, mais ne le perdez pas. Là, de simple, petite mémoire de poisson rouge, voilà. Derrière, comme pour toutes les machines, vous pouvez autoriser ou pas les ports d'entrée publics.
Moi ici, je vais pas trop m'embêter, je vais le laisser en ouvert au RDP 3389. Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, je vous parlais de NSG, Network Security Group. Je pourrais très bien dire que ce port-là est fermé pour absolument tout le monde, sauf depuis mon adresse IP. Parce que je sais que depuis mon adresse IP, il n'y a que moi qui vais pouvoir me connecter à cette machine et puis commencer à faire de l'administration. C'est une méthode, on va dire, de sécuriser les accès sans faire exploser le budget. Vous avez une autre façon de faire qui peut être aussi très intéressante et qui pour moi est la meilleure en termes de sécurité, c'est de prévoir un sous-réseau spécifique à un service qui s'appelle Bastion et qui sera le seul à gérer en fait mes machines. Aucune de mes machines virtuelles pour lesquelles je veux utiliser Bastion ne seront exposées à Internet et je me connecterai, si j'ai les droits bien entendu, à Bastion qui va me rediriger vers les bonnes machines. Donc c'est une manière de se connecter en RDP de la manière la plus sécurisée possible, que je conseille fortement lorsqu'on est sur des architectures où on commence à avoir plusieurs machines virtuelles, même si Bastion, par contre, aura sa limite, ça ne peut pas fonctionner pour ce qui est de l'Azure Virtual Desktop. Voilà. Les hôtes de session pour Azure Virtual Desktop, eux, on gardera quelque chose de classique hein, pour s'y connecter. Et pour l'avoir fait en mode production, généralement, on se contente du NSG sur les bonnes ouvertures, enfin, ouvert sur les bonnes adresses IP. C'est déjà très intéressant en termes de limitation. Moi, ici, pour la démo, je vais laisser ouvert complètement. Ça sera plus simple. Par contre, en dessous, on me propose de faire une chose, les gestions de licence. Alors, je ne sais pas si depuis tout à l'heure, il y a des questions ou pas. Si vous êtes toujours avec nous, je regarde, pas de Alors il y a questions. pas de questions, il y a peut-être des morts, mais il y a pas de questions. On fera le compte, on fera le décompte à la fin de qui est resté. De toute façon, je te couperai s'il y a des questions, sur lesquelles j'apporte pas de réponse. Eh ben, super, merci monsieur. Du coup, je reviens ici. Alors, la prochaine étape, c'est de se dire, est-ce que j'ai déjà des licences Windows Server et que je veux utiliser une machine à nu? C'est possible. Comme je vous l'ai dit, si on le fait, bah, ça fait baisser les coûts de compute, hein, puisque les coûts de compute, ce sont mes licences, enfin mon logiciel serveur, et la taille la performance de ma machine, hein, le modèle de VM que je vais mettre en place. Donc du coup, si je n'ai plus que la machine à nu, je paye déjà moins. C'est intéressant. Sauf que s'il vous plaît, faites très attention, beaucoup l'oublient, et même chez l'éditeur d'ailleurs, la partie Azure Hybrid Benefit, parce que c'est son petit nom, concerne les licences Windows Data Center et Windows Server standard, mais aussi les Windows SQL, que ce soit du standard ou de l'enterprise. Mais ça concerne donc ces licences-là qui sont prises en volume avec une software assurance active. Vous n'avez pas de software assurance, oubliez déjà de cocher cette case-là. Maintenant, imaginons effectivement que vous avez vos licences et la software assurance active. Sachez qu'il y a des conditions. Pour toutes les licences Windows SQL Server Standard Enterprise avec la SA active, vous n'aurez que 180 jours de droit de double utilisation. Au bout de 180 jours, vous choisissez. Soit vous restez sur Azure et vous payez ensuite le vrai coût de compute qui inclut le coût de la licence, ou bien vous retirez Azure et vous revenez en on-prem pour X raisons. Pour ce qui est du Windows Server standard, bah, c'est pareil. C'est un droit de double utilisation de 180 jours, pas un jour de plus. Et au bout de 180 jours, même punition. Si je choisis de rester sur Azure, je paierai le vrai coût de compute avec la licence inclue, ou bien je retourne en on-prem et puis je dis au revoir à Azure. Il n'y a que la licence Windows Server Data Center sous Software Assurance Active qui donne un droit de double utilisation permanent. Donc ça, gardez-le bien en tête. Si vous n'êtes pas dans ces conditions-là, soit de migration où je veux économiser pendant 180 jours, ou avec le data center, avec SA, où je veux faire de la double utilisation parce que je fais, par exemple, une extension de mon data center, ne cochez surtout pas cette case-là. Cette case, c'est du déclaratif. La problématique, c'est, je pense que je ne vous l'apprends pas, Microsoft, en termes de compliance, est assez strict et assez sévère. Lorsqu'il y a un audit, pour ceux qui ont déjà vécu un audit, je pense que vous savez exactement pourquoi vous n'avez plus envie de le revivre. Pour ceux qui ne l'ont pas vécu, sachez qu'au moindre petit écart, eh bien, l'audit va se faire dans le moindre détail, dans tous les détails.
Et au niveau de la compliance, c'est bien tout ce qui ne sera pas compliant. On va vite vous remettre sur les rails avec une belle sanction, on va dire ça comme ça. Donc, surtout, ne faites pas de bêtises à ce niveau-là. Bon, une fois qu'on a fait tout ça, on a choisi le modèle, on a choisi le réseau, on a choisi l'image et le groupe de ressources dans lequel on veut mettre en place donc, notre machine. On va pouvoir parler du disque. Alors, au niveau du disque, dans la plupart des cas, je vous dirais toujours de passer sur du Premium SSD. Le Premium SSD, à la différence du SSD standard ou de l'HDD standard, bref, le Premium, à la différence du standard, c'est que vous ne payez que le stockage de votre disque. Un 128 Go par exemple, en SSD Premium, c'est environ une vingtaine d'euros. Alors que c'est vrai que pour 128 Go, le standard, le SSD standard ne serait qu'à 8 euros et quelques. Vous allez me dire, oui, mais j'ai pas forcément envie de payer plus. Ouais, bah, ça dépend de ce que vous faites avec votre machine. Si vraiment votre machine, elle est dans ce cadre-là, d'être la machine de management pour l'Azure ADDS et que vous n'en faites rien de votre vie, pourquoi pas la mettre en SSD standard? Pourquoi pas? Par contre, faites très attention à une variable qui s'appelle les transactions de stockage. Les transactions de stockage, ça recouvre toutes les opérations d'écriture, de lecture, de suppression, de liste, bref. Dès que vous accédez à votre disque, à votre stockage, vous faites une opération. Et ces opérations-là, elles peuvent monter très très vite. Lorsqu'on est sur un serveur d'application, on a pu faire quelques tests et Azure Migrate a été un grand compagnon de route à ce niveau-là. On a pu voir que si on était en SSD standard pour certaines machines, en termes de transactions stockage, on pouvait avoir du 20, 100, 150 euros par mois. Ça devient tout de suite un peu problématique. Alors qu'en SSD Premium, bah, quelle que soit mon utilisation, je ne paie pas ces transactions de stockage. Et déjà de base, j'ai une meilleure performance en termes d'IOP par rapport au standard. Donc, moi, je vous conseille vraiment le SSD Premium autant que faire se peut. Et de le laisser en localement redondant. Pour ceux qui ne le sauraient pas, on a la possibilité d'avoir plusieurs redondances dans Azure. Dans Azure, on a une région Azure qui s'appelle France Centre, qui est la région de production, et on a France Sud, la région de secours. Mais dans la région de production, dans France Centre, on a deux façons de répartir la donnée. La première, c'est localement redondant. J'ai 3 copies de ma donnée, jamais une seule. 3 copies, mais dans le même data center. Alors, sur des racks différents, c'est déjà bien, mais c'est dans le même data center. Et ça, c'est le localement redondant. Si on veut éviter un scénario à la OVH, on se dirait, bah, il vaut mieux aller un peu plus loin, faire du zone redondant, par exemple. Et là, j'ai mes 3 copies, mais dans chacun des data centers de la région France-Centre. C'est déjà plus intéressant, oui, mais les disques managés de vos machines virtuelles en zone redondant ne peuvent pas être embarqués dans une sauvegarde. Et étant donné que j'ai envie de vous faire une démo de sauvegarde demain pour faire un scénario où il y a les bonnes pratiques, je ne vais pas le mettre en zone redondant. Par contre, pour se prévenir justement des problématiques de data center qui partira en fumée, bah, je peux le laisser en localement redondant, ce disque managé. Ce n'est pas un souci. Puisque je peux le sauvegarder, et quand je vais faire ma sauvegarde, je vais faire ce qu'on appelle du géo-redondant. Et on reverra ça demain, bien sûr. Mais du coup, je vais avoir 3 copies de ma sauvegarde en France Centre et 3 copies côté France Sud, du côté de Marseille. Donc, je serai sécurisé. Donc ici, moi, je vous conseille de rester en localement redondant. Ça vous permet de faire de la sauvegarde. Cette machine, elle n'aura pas besoin d'un disque supplémentaire, mais sachez qu'on peut ajouter des disques. On aura les mêmes choix, hein. Des disques de différentes tailles. Vous pouvez choisir en cliquant dessus la taille de votre disque, le nom de votre disque et le type de chiffrement. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur le chiffrement, on a un replay qui sera disponible dès janvier dans une newsletter sur le webinaire sécurité où je parle justement d'Azure Disk Encryption. Mais dites-vous que tout est crypté, aucun souci là-dessus. Ici, pour cette machine, je vais juste rester sur mon OS Disk. Je n'ai pas besoin de plus pour le bien de la démo. Par défaut, du coup, je vais avoir un 128 Go. Il faut le savoir. C'est écrit nulle part. Mais sachez-le, un Windows, c'est du 128 au minimum. Si vous faites une machine virtuelle en Linux, selon la taille de votre modèle de machine, vous aurez un OS plus ou moins grand. Là, par contre, je n'ai pas tout gardé par cœur. Voilà. Pour la mise en réseau, donc comme je vous l'ai dit, je choisis bien le VNet où j'ai posé mon ADDS et je peux choisir un autre sous-réseau. Alors, les sous-réseaux, on peut en créer
un peu à la volée. Voilà. Alors, je vais le mettre dans le réseau qui s'appelle Je sais pas encore. Je sais pas encore comment l'utiliser. Ben voilà la réponse. On l'a aujourd'hui. Il va abriter mon management VM2. Voilà, tout simplement. Et mon adresse, elle va avoir mon adresse. Ma machine va avoir une adresse IP publique hein, qui va me permettre justement de me connecter en RDP dessus. Alors pareil, hein, je peux aussi choisir un Network Security Group, cette fois-ci pas au niveau de mon init, mais au niveau de l'interface réseau de ma machine. Alors pourquoi pas? Ça me permettra de me dire que plus tard, si j'ai besoin d'avoir des différences, par exemple j'ai un sous-réseau avec une certaine règle, mais dans ce sous-réseau j'ai 3-4 machines et chaque machine ont leurs propres règles de sécurité, bah, je pourrais les affiner de cette manière-là. Donc je trouve que c'est assez intéressant de le faire. Encore une fois, c'est gratuit. Il ne faut pas hésiter. Donc, ici, moi, je vais lui laisser la même règle, 33,89, ouvert. Voilà tout ce qu'il y a à savoir. L'équilibrage de charge ne nous concerne pas, on n'a qu'une seule machine, donc pas de load balancer à mettre en place. Au niveau de l'administration, pareil, pas grand-chose à faire, par contre, faites très attention. Donc, je vais juste désactiver le diagnostic de démarrage, ça peut être intéressant de le laisser. Mais par contre, ici, faites attention, on vous propose de faire un arrêt automatique. On peut le faire d'une autre manière, beaucoup plus intéressante avec des runbooks qui utilisent justement les étiquettes. C'est pour ça que je vous disais que les étiquettes, c'est très sous-estimé. Ça me permet d'allumer et d'arrêter les machines de manière automatisée. C'est plutôt sympa. On me propose aussi de sauvegarder, voire de faire un PRA. On peut faire un PRA d'Azure à Azure, ça marche très bien. Mais je vous conseille de ne pas le faire par défaut, de cette manière-là. Faites d'abord votre coffre de Recovery Services en amont, avec les paramètres que vous souhaitez. Et ensuite, une fois que vous aurez votre coffre de service, de Recovery Services, effectivement, les prochaines machines virtuelles, vous pourrez cocher la sauvegarde, choisir le backup, le coffre de recovery plutôt, qui vous intéresse, et choisir les différentes stratégies que vous aurez mis en place pour la stratégie de sauvegarde de cette machine-là. Donc nous, on va partir sur le fait que vous n'avez pas encore mis de coffre de Recovery Services et on le mettra ensemble demain justement pour embarquer cette machine dans une sauvegarde. On ne le coche pas. Si on le coche et que si vraiment vous voulez le faire, vous pouvez faire créer un coffre. La problématique, c'est que vous n'avez pas tous les paramètres de configuration de votre coffre. Vous allez lui donner un nom et puis c'est tout. Et donc par défaut, vous serez en géoredondant. C'est ce que je préconise dans tous les cas. Mais si jamais vous avez prévu de faire du localement redondant aussi pour la sauvegarde, bah, vous n'allez pas rentrer dans votre chiffre. Donc faites attention à ça. Donc ici, hop, je ne coche pas et je le ferai demain de manière complètement indépendante. Les paramètres avancés, si j'ai des extensions à installer, ce n'est pas mon cas ici. Les étiquettes, donc là pareil, hein, je vais remettre leur créateur, hop, voilà, je sais que c'est moi, donc ici ça a plus de sens, hein, puisque là je suis en admin at, donc ça a tout à fait du sens de savoir qui l'a fait. Au niveau de la raison, bah, pourquoi pas, je vais remettre atelier MS, je vais mettre atelier MS ici, voilà, sauf que je vais ajouter octobre pour ne pas confondre avec mes autres ressources. Et puis, est-ce que c'est un type de VM automatisé? Hop, type VM, je crois que j'ai mis ça. Alors, est-ce que je veux l'automatiser ou pas? Pourquoi pas? Je vais le faire pour le bien de la démo seulement, mais bien entendu, dans la vraie vie, vous ne l'automatisez pas, vous la laissez tourner 24 heures sur 24, cette machine-là. Donc, automatiser, voilà. Et ça, ce sera pour une démo ultérieure. Une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à vérifier. Il va vous dire si vous avez rempli tout le formulaire. Si jamais vous avez oublié une étape, ne serait-ce qu'une case, vous aurez une belle pastille rouge qui vous dira où aller et quoi corriger. Ici, on me dit que la validation est réussie. J'oublie pas tout en bas, après avoir vérifié bien entendu tout ce que j'ai fait, et si ça me va bien, je n'oublie pas de faire créer. Et je lance ensuite effectivement le script ARM, qui n'est autre que donc, ARM pour Azure Resource Manager, qui est le nom de ce portail, et qui est en fait du JSON. De la même manière, je peux aller dans Modèle et voir un petit peu ce qu'il me raconte, ce script-là. Si jamais cette machine, j'ai envie de la refaire plus tard, eh bien, je pourrais reprendre ce script encore une fois, et puis plutôt que prendre des paramètres au choix, de faire en sorte que ça devienne des paramètres par défaut. Voilà, tout simplement. Donc la machine, je vais la laisser se créer. Et étant donné que ça peut prendre quelques minutes,
On a encore un peu de temps devant nous. On a encore un peu de temps, il n'y a pas trop de soucis. On va la laisser se créer gentiment. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une VM. Alors, on voit déjà qu'elle est là, la machine, hein. Elle commence déjà à remonter. Management VM2. Je pourrais rentrer dedans, voir un petit peu quel est son état. Normalement, elle est en cours de création, ou deploying, hein, si on était en anglais. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, je pense que celle-ci n'a pas été déjà jointe au domaine. Je suis en train de réfléchir. Bon, on va peut-être prendre 5 minutes, le temps de laisser la création. On va vraiment la joindre au domaine, hein, celle-ci, ça sera beaucoup plus simple. Entre-temps, si vous avez justement des questions, des remarques, des insultes, n'hésitez pas. C'est les 5 petites minutes d'attente de la machine. On peut en profiter. Alors, je vois que Mickaël a levé la main. Ouais, Kevin, excuse-moi, j'ai peut-être raté une étape, mais comment ça se fait que par défaut, tu es redondant au lieu d'être plutôt localement redondant? Comment ça se fait que j'ai dû? Quand tu as créé tout à l'heure la machine, là, comment ça se fait que Oui. tu étais déjà par défaut géo-redondant au lieu de Alors, localement? non. J'ai Alors, peut-être non, raté une effectivement. étape, alors autant pour moi. Alors, par défaut, effectivement, la machine est bien localement redondante. Ouais, Elle est créée d'ailleurs, c'est parfait. ouais, La machine est bien localement redondante, elle n'est pas géoredondante. Ce que je disais, c'est que si j'avais mis en place la sauvegarde par ouais, le biais du formulaire de création de la machine virtuelle, eh ouais. bien, par défaut, je n'ai pas encore créé de coffre de Recovery Services. Donc, il m'aurait demandé de créer un coffre de Recovery Services qui me permet de faire la sauvegarde et de mettre en place la stratégie de sauvegarde. Et c'est bien la création de ce coffre de Recovery Services qui aurait été en géoredondant par défaut. Parce que par défaut, Azure, quand on fait un coffre de recovery, et c'est vrai aussi, hein, demain on le fera, hein, quand on va créer un coffre de recovery, par défaut, il me met en géoredondant pour avoir un maximum de sécurité. La problématique, c'est qu'il ne le rappelle pas toujours. Donc, du coup, il vaut mieux faire un petit tour dans certains paramètres de sécurité pour faire ce qu'on a envie. Si on a envie de faire du localement redondant, on choisira localement redondant, on enregistrera notre paramètre. Et si au contraire le géoredondant nous va bien, par défaut, il sera en géoredondant. La machine, elle, au contraire, par défaut, elle est en localement redondant et on me propose, pourquoi pas, de faire du zone redondant. On me propose aussi, si j'en ai envie, imaginons que j'ai deux machines qui soient là pour la même charge de travail, pour le même rôle. Je pourrais les mettre dans un groupe à haute disponibilité que j'ai créé en amont et faire en sorte de les dispatcher dans différentes zones de disponibilité. Je peux aussi dire, cette machine-là, je l'admets dans la zone de disponibilité 1 parce que j'ai d'autres machines que j'ai mis dans la zone de disponibilité 2 et 3 et que j'ai envie de répartir les risques sur l'ensemble de mon architecture. Je peux le faire aussi. Mais ça reste du localement redondant par défaut. Ok, compris. Merci. On a une autre question. Ouais, comment on configure les DNS? Eh bien, comment on configure les DNS? C'est exactement ce que j'ai montré tout à l'heure. En fait, finalement, on les configure pas à la mano. C'est Azure, en fait, qui les configure gentiment. Donc, on a l'étape de configuration. Donc, c'est je vais le partager là de suite. On va faire un petit retour en arrière à la limite. Alors là, non, peut-être pas, parce que je vois, je fais un petit tour là sur mon sur mon autre tenant. Donc le domaine de manager est en cours de configuration. Cette opération peut prendre un certain temps, donc je pourrais pas le montrer. Mais je vais juste repartager dans ce cas-là ce lien. Mais dans tous les cas, il sera aussi dans le dossier partagé. Hop. Voilà. Et du coup, dans la partie, alors, toujours le même lien, mais hop, directement vers le bon menu qui parle justement de la mise à jour du DNS. Par contre, effectivement, on ne le fait pas à la mano. Cependant que, en gros, on va avoir des adresses qui vont être attribuées à nos contrôleurs de domaine. En amont, lorsque j'ai fait mon réseau virtuel, vous avez vu que j'avais la possibilité d'ajouter des plages d'adresses. J'aurais pu même changer la plage d'adresse initiale. Et donc, c'est à ce niveau-là, en fait, en réalité, que je vais déjà commencer à mettre les adresses qui m'intéressent pour mes futurs DNS. Donc, si j'avais besoin d'une adresse particulière, dès lors de la création de mon Azure AD Domain Services,
Dans la partie réseau virtuel, j'aurais mis l'adresse que je veux pour mon réseau virtuel et pour mes différents sous-réseaux. J'aurais pu d'ailleurs ne pas m'arrêter au sous-réseau que j'aurais utilisé pour mon DNS, mais pour tous les autres sous-réseaux, pour mes autres machines virtuelles, mes workloads, etc. Donc c'est à ce niveau-là qu'on le fait. Par contre, la configuration en elle-même, bah, c'est effectivement les contrôleurs de domaine qui sont gérés de leur manière tout seul. Comment associer le serveur au DNS? J'étais en train de lire j'ai bugué dans ma réponse en lisant la question. Donc du coup, oui, ce que je veux dire, c'est que les contrôleurs de domaine derrière vont se configurer automatiquement. Et effectivement, en fait, si jamais vous avez des machines virtuelles dans Azure qui ont été créées avant la ADDS, et que la ADDS, vous l'avez déployée sur le même réseau virtuel que ces machines-là, en fait, il suffira de redémarrer les machines. Ça va permettre justement de réassocier donc, les machines au nouveau DNS. Ça, c'est important. Je vous donne l'exemple. J'avais effectivement sur mon premier abonnement des machines virtuelles que j'avais testées. Bon, voilà, très bien, pas de souci, ça fonctionnait bien comme il faut. Seulement, à un moment donné, j'ai besoin de faire c'était mes premiers déploiements d'Azure Virtual Desktop qui nécessitaient absolument l'Azure ADDS à l'époque. Donc, je déploie l'Azure ADDS. Et puis au passage, avant de faire mon Azure Virtual Desktop, je voulais voir justement la jonction au domaine. Donc j'ai pris une machine qui était déjà existante. Et ben effectivement, les configurations DNS n'étaient pas bonnes. Donc j'avais beau lui demander de faire la jonction au domaine. Alors j'avais mon utilisateur, j'avais fait le reset, j'avais bien le hachage de mot de passe qui était en compte. Il était bien admin dans mon groupe AAD-DC administrateur. Il n'y avait aucun souci là-dessus. Mais ça ne le voulait pas. Et en fait, tout simplement parce qu'il a fallu que je redémarre la machine qui était sur le même réseau et qui a pris en compte par défaut automatiquement les DNS que j'ai associés du coup avec mon Azure Active Directory Domain Services. On est vraiment, il faut se dire que Azure ADDS, on est sur un service en pass. Donc on a beaucoup moins de gestion à la mano. La différence entre l'IaaS et le pass, vraiment, ça va vraiment être ça. C'est que j'ai pas la main sur l'infrastructure et que la plupart des configurations vont se faire automatiquement, vont être autogérées par Microsoft. Ce qui fait que les prochaines machines virtuelles que je vais déployer sur mon réseau virtuel, dans lequel il y a ADDS, ou sur un autre réseau virtuel qui aurait un peering avec le réseau virtuel où il y a la ADDS, eh bien, par défaut, vont prendre en compte les DNS et s'associer à ceux de la ADDS directement. Parce qu'il le prendra en compte directement et je pourrais faire ma jonction au domaine. Alors, la jonction au domaine, il faudra que je la fasse machine par machine. Ça, par contre, oui. Mais il n'y a pas plus simple que ça. Alors le nom DNS, c'est si tu veux joindre en fait la machine directement via son nom plutôt que son adresse IP. Imaginons que j'ai une adresse IP dynamique et pas statique. Bon bah je peux plutôt que de changer les adresses IP pour mes utilisateurs pour qu'ils puissent y aller, je leur donne le nom DNS et ils ont un accès qui leur permet de joindre la machine. On pourra l'utiliser de cette manière-là par exemple. Donc ça, c'est vrai aussi pour la machine comme pour beaucoup d'autres services hein, finalement dans Azure. Et ça se configure si tu cliques sur... Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a une image qui a été partagée dans le chat hein, justement. Et donc justement sur la partie configurée, bah, il permet de donner un nom DNS spécifique à alors que ce soit ma machine virtuelle, mon ADS, etc. Et ce qui permet, comme je le disais, hein, si on est en adresse IP dynamique et pas statique, bah, ça permet d'éviter certaines problématiques de connectivité, on va dire ça comme ça. Voilà. Bon, bah, du coup, hop, pas de souci, avec plaisir. Du coup, je vois que ma machine, elle a été déployée. Alors, ce que je vais faire, c'est que, premièrement, je vais regarder si elle est bien en cours d'exécution. C'est le cas. Alors, si vous y revenez un peu plus tard, vous avez soit un tableau de bord que vous avez personnalisé et que je peux vous partager si vous aimez bien ce genre de tableau de bord. Sinon, vous pouvez retourner dans la barre de recherche, chercher machine pour machine virtuelle, revoir la liste de toutes vos machines virtuelles. Celle qu'on a créée ensemble, c'est la Management VM2. Voilà. Donc, je vois déjà ici son statut en cours d'exécution. Ça me va, c'est plutôt bien. Je vais pouvoir y accéder. Si elle était arrêtée, libérée, je ne paierai pas le coût de compute et du coup, je ne pourrais pas non plus y accéder. Voilà. Mais par contre, je paye quand même
son coût de stockage. Ne pas oublier ça. En tout cas, ici, je vois plusieurs choses. Elle est en cours d'exécution. Je vois à quel abonnement elle a été attachée et dans quel groupe de ressources. Je vois sa région. Ça, c'est important. La région. La région et puis sa taille. Standard B2MS. Demain, si cette machine-là, vous avez envie de la réserver sur 1 an, sur 3 ans, les réservations se prennent sur la plateforme Alzo. Et là, j'ai toute une petite page à remplir. Donc, c'est du formulaire aussi. Et je vais devoir dire que je vais faire de la réservation. Oui, mais de quel type de ressources? De la machine virtuelle. Oui, mais de quelle famille? Eh bien, de la famille ici, BS. Bon, très bien. Mais où est-elle stockée, cette BS? Où est-ce qu'elle est déployée? Je vais devoir préciser qu'elle est en France Centre. Et puis, une fois que j'ai précisé ça, il va le formulaire vérifier que de me sortir tous les modèles disponibles de la famille BS en France Centre. Certaines machines ne sont pas forcément disponibles dans toutes les régions Azure. Et ça passe à la moulinette pour s'assurer de vous proposer que les bonnes machines. Et puis derrière, je vais pouvoir choisir la standard B2MS en particulier. Donc j'aurais précisé que je veux réserver une machine virtuelle de type standard B2MS déployée en France Centre. Et cette réservation va agir un peu, alors je vais dire étiquette, alors qu'on l'a vu, hein, les étiquettes dans Azure, c'est quelque chose de spécial. Donc, mettons les étiquettes Azure de côté. Mais la réservation, elle va agir un peu comme une étiquette du supermarché. Si j'ai, je sais pas, 2 rayons de conserve, un à droite, un à gauche, et je dis, bah voilà, sur le rayon de gauche, toutes les conserves de type de marque Bonduelle et Géant Vert qui seraient cabossées, eh bien, seront en caisse réduite de 50%. Voilà. Ça ne s'applique pas à une boîte en particulier. Il faut juste que la boîte de conserve, elle soit bien prise dans le bon rayon, avec la bonne marque, et qu'elle ait la bonne configuration, le fait d'être cabossé. Bon, c'est exactement la même chose ici hein, sur les réservations. C'est comme ça que ça va marcher. Et pour que ça puisse marcher, les réservations, il faut leur dire ce qu'on veut réserver. Donc ici, c'est toujours un bon moyen d'avoir ces informations. Juste la liste entière de toutes mes machines, et celles que je veux réserver, je reprends bien leur modèle et je prends bien leur région Azure. Je dis ça parce que si toutefois vous faites une réservation et que vous vous trompez sur la région, mettons que vous prenez bien une standard B2MS et que vous avez pris dans la réservation Ouest Europe, vous allez acheter la réservation pour une B2MS en Ouest Europe et vous allez continuer de payer celle-ci là à l'usage. On n'est plus dans l'optimisation financière. Alors, ça optimise peut-être mon portefeuille, ça optimise beaucoup moins bien le portefeuille du client et le vôtre. Donc attention à faire ça bien comme il faut. Et dans tous les cas, si vous voulez qu'on fasse des réservations ensemble, vous le dites, ça sera beaucoup plus simple. On fait les premières ensemble. Comme ça, il n'y a jamais d'erreur. En tout cas, les informations, je les ai là. C'est plutôt intéressant. Par contre, quand je clique sur ma Management VM2, dans la vue d'ensemble, je retrouve aussi ces informations-là. Je retrouve effectivement son nom DNS, donc ce qu'on disait tout à l'heure, je pourrais configurer le nom DNS de manière à avoir une étiquette de nom, donc le FQDN, qui va me permettre d'aller directement, d'attaquer ma machine via ce FQDN plutôt que via l'adresse. Donc ça sera le nom que je lui donnerai, point, région dans laquelle ça a été déployé, donc France centrale, et puis .cloudap.azure.com. Voilà, ça ne change jamais, ce qui permet d'avoir une connexion, on va dire, toujours la même, même si on est sur une adresse IP qui pourrait potentiellement être dynamique. Du coup, comment je me connecte à cette machine? Je vais pouvoir, donc je vais revenir juste en arrière. Depuis la vue d'ensemble, je peux me connecter à cette machine, soit en RDP, en SSH, en Bastion. Pour s'y connecter en RDP, bien entendu, une adresse IP publique. Et dans la mise en réseau, ici, je vérifie que mes ports soient bien ouverts. Si jamais je ne vois rien d'affiché, j'ai ici mon interface réseau qui est bien remise en avant. Et via mon interface réseau, je peux rentrer à l'intérieur. D'une part, je peux configurer mes adresses IP. Je peux aussi configurer mes serveurs DNS et faire quelque chose soit j'hérite du VNet, soit je vais personnaliser des DNS. Et c'est là aussi, ça complète un peu la réponse que je donnais tout à l'heure. On peut faire de la personnalisation à ce niveau-là. Et puis, je m'assure surtout d'avoir un groupe de sécurité réseau, un NSG, qui est bien associé. Vous voyez, j'en ai une petite paire ici, mais chaque NSG peut avoir des règles différentes. Prends la bonne. Donc là, je reviens en arrière. Ici, on me résume les règles. Bon, le 3389, il est ouvert. Donc, a priori, si je vais dans Vue d'ensemble, je fais connecter.
RDP, je devrais pouvoir me connecter gentiment à ma machine. Hop. Voilà. Par contre, je ne sais pas si ça va bien partager comme il faut. Alors, dites-moi si vous voyez s'afficher la connexion. On a vu la page où ça marque connexion. Après, Connexion bureau à distance, vous la voyez? non, on l'a vu, mais là, on voit plus rien derrière. Ok. Alors, on va faire un partage moche. On va faire un partage de bureau. Avec un beau activé Windows. Exactement. Voilà. Je voulais l'éviter celui-là, mais bon, voilà. On ne pourra pas éviter. Du coup, je vais le refaire tout simplement. Voilà. Donc, j'ai demandé RDP, adresse publique 3389, tout ça, ça va bien. Si jamais j'ai besoin de tester ma connexion, je peux le faire aussi. Là, je télécharge le fichier RDP, hop, que j'ouvre. Il mouline un peu, donc ça, généralement, ce message, c'est déjà bon, c'est un bon présage en général. C'est-à-dire qu'effectivement, a priori, j'ai pas de souci au niveau des ports, j'ai pas de souci de connexion. Le seul souci qu'il pourrait y avoir, c'est si je me plante au niveau du mot de passe. Ce qui arrive 99% du temps quand je suis en démo et qui n'arrive jamais quand je suis pas en démo. Bien entendu, l'effet démo, j'en suis friand, malheureusement. Je suis une mauvaise langue, voilà. Bon, ça a bien marché. Donc, j'ai bien utilisé le compte d'administrateur local, celui qu'on a fait lors de la création. C'est important. Par la suite, je pourrais utiliser mon admin domaine, par exemple. Ou bien ajouter aussi d'autres admins pour ma machine. Mais la première connexion se fera avec cet administrateur local. Par défaut, ça vous ouvre le serveur manager. Donc, vous le connaissez. Alors, il me proposait de gérer autrement, mais on a des habitudes. Voilà. Si on était dans le scénario, j'ai monté une machine virtuelle et je veux lui donner le rôle de contrôleur de domaine. Bon, vous savez quoi faire. Vous allez dans Add Role and Features et vous la rendez en tant que domaine contrôleur. Exactement la même chose que ce que vous avez l'habitude de faire sur les Windows Server traditionnels. Nous, on n'a pas besoin de lui donner le rôle, on lui donnera des outils. Mais avant ça, on va aller dans Local Server. Et dans Workgroup, justement, on va changer. On ne va pas rester sur Workgroup, on va faire changer. Et puis, on va sélectionner le domaine dans lequel on veut aller. Alors, du coup, je suis sur le domaine webinar. J'ai eu un petit doute. Alors, webinar.on.microsoft.com. Webinar.on.microsoft.com. Parfait. Donc là, hop, si cette machine avait été créée avant la DDS et que je ne l'avais pas redémarrée, j'aurais un beau message d'erreur, justement parce que je n'ai pas fait la prise en compte des DNS, donc compliqué. Donc là, je ne l'ai pas parce que justement, j'ai créé cette machine-là après avoir créé la DDS. Ou bien, si je l'ai créée avant, j'ai bien redémarré pour prendre en compte la nouvelle configuration. Donc, ce qui me permet d'avoir ce message où je vais rentrer simplement le nom de mon utilisateur qui va être celui que j'ai créé après mon ADDS, pour lequel j'ai fait le reset de mot de passe pour la prise en compte du hachage de mot de passe et qui va me permettre de faire cette jonction. Donc, je l'avais appelé admin atelier, voilà. Donc, je ne suis pas obligé de mettre le mais c'est le réflexe. J'aurais pu mettre admin atelier tout seul. Admin atelier @webinar.onmicrosoft.com. Je mets le mot de passe. Hop. Et là, je vais avoir un message qui va me dire que c'est joint au domaine. Et bien entendu, ça va me demander un redémarrage de la machine. Petite parenthèse avant de continuer là-dessus. La première fois que je l'ai fait, et quand je vous dis que les mots de passe, c'est un gros problème avec moi, vous avez 5 tentatives, pas 6. Vous avez 5 tentatives pour faire une jonction au domaine. Et ce n'est pas par machine, c'est 5 tentatives tout court en tant qu'administrateur du tenant. Au-delà de ça, vous allez devoir ouvrir un ticket de support. Donc faites attention à bien utiliser le bon utilisateur pour faire la jonction au domaine. Voilà. Alors, si je peux juste préciser, avant le ticket de support, on nous laisse quand même 30 minutes pour retenter une autre fois. Donc, tu peux arriver à la 6e aujourd'hui, mais c'est tout. D'accord. Bon, c'est déjà ça. Mais après, c'est le ticket de support. Oui. Parce que moi, effectivement, j'étais arrivé aux 5, c'était l'année dernière, aux 5 tentatives, et bon, voilà.
Non, j'ai fait le 5+1 il n'y a pas longtemps, c'est pour ça. D'accord. Moi, c'est bien, ça s'améliore un peu, c'est un peu plus user-friendly. Donc là, vous avez vu, hein, il m'a demandé qu'effectivement de faire un redémarrage. Donc là, du coup, je peux faire un redémarrage. Moi, j'ai toujours tendance à être un peu ceinture et bretelle. Là, il me dit qu'il est en cours d'exécution. Je refais aussi un redémarrage ici. Normalement, vous n'avez pas besoin de le faire comme ça. Mais voilà, moi, encore une fois, ceinture, bretelle, limite parachute. On a tout ce qu'il faut pour s'assurer que ça fonctionne bien. On attend que ça redémarre. Voilà, elle a redémarré. Donc pareil, hein, je vais me reconnecter cette fois-ci. Voilà, hop. J'aurais pu reprendre, bon, voilà, c'est pas grave, c'est un peu plus rapide comme ça. Donc il m'a repris mon utilisateur. Alors je peux utiliser aussi l'admin domaine, hein, du coup. Là, comme il est déjà écrit, donc je vais en profiter. Voilà. Je me reconnecte à la machine. Ça mouline toujours un petit peu. Alors après, c'est pas bon signe, hein. Si ça mouline, c'est qu'elle a peut-être pas, totalement bien redémarré. Donc peut-être qu'il va falloir lui laisser encore un petit peu le temps. Mais ouais, je pense que c'est ça, tout simplement. On va lui laisser un peu le temps. Mais du coup, quand vous vous reconnectez, à la place de Workgroup, vous voyez le nom de domaine. Donc là, on verrait webinar onmicrosoft.com. Et puis dans Add Role et Features, finalement, vous ajoutez vos outils, hein, comme vous avez l'habitude. Là, on est vraiment sur quelque chose qui ne change pas du tout. Je lui laisserai un petit peu de temps, on y reviendra tout à l'heure. Bon, on n'a plus beaucoup de temps non plus, mais on va peut-être y revenir un petit peu après. Le temps qu'elle s'allume bien comme il faut. Qu'est-ce que je peux vous dire? Quand elle est allumée, je ne peux pas lui changer sa taille, la performance. Je ne peux pas non plus changer la taille de son disque. Par contre, si j'arrête la machine, j'ai toute la possibilité de changer sa performance. Donc, si je veux, non pas être en B2MS, mais B2S, ou en inverse, B4MS, pour avoir plus de cœur et plus de gigas, voire changer de famille, et prendre une D8S V3 en 8 cœurs, 32 gigas, je peux le faire. Il faut juste que ma machine soit arrêtée. Je choisis la taille qui me correspond et je demande à redimensionner. Pareil, ça va vous faire un message redimensionnement effectué. Pour les disques aussi, chose à savoir, vous pouvez augmenter vos disques, vous pouvez changer la redondance. Deux petites limitations. Si on va par exemple sur l'OS, voilà, je vais aller dans taille et performance. Voilà. Donc pour l'OS disque, on vous propose de changer de taille un peu comme vous le voulez, d'aller jusqu'à 32 767 gigaoctets par exemple. Certains ici le savent, je leur ai déjà dit, mais la limite pour un OS, c'est même pas 4096, c'est 4095. Donc ici, si vous voulez vraiment atteindre la limite, hop, vous avez la possibilité de choisir la taille exacte de votre disque. Bon, même si, commercialement parlant, vous allez payer un 4096. Mais 4095, ce sera la taille maximum pour les OS disques. Pour tous les autres disques managés que j'ai attachés, qui sont mes data disques par exemple, la limite est bien de 32 767. Donc on a de quoi voir venir, hein, pour le coup. Sachant que plus vous augmentez la taille, plus vous avez aussi des IOP en plus. Donc voilà, il faut le savoir, ça peut être aussi intéressant d'avoir cette information. Moi, je reviens en arrière sans enregistrer ces changements. Je vais juste revenir ici, je vais faire un bon actualiser. Voilà. Et puis, on va tenter, en espérant qu'elle est bien allumée. Alors ça arrive, hein, que votre portail Azure vous dise que c'est en cours d'exécution. Mais en fait, non, ça n'a pas trop envie parce que la machine n'est pas encore complètement allumée. Voilà, là, ça marche tout de suite mieux, hein. Dès que ça mouline, vous ne cherchez pas, c'est que vous ne lui avez pas laissé le temps. Vous êtes comme moi, vous êtes impatient. Là, on lui a laissé le temps, elle s'est allumée. Ça n'a pas pris plus de temps que ça non plus, hein. Du coup, qu'est-ce qu'on va regarder? On va s'assurer de bien voir le bon domaine ici. C'est le cas. Donc, la jonction au domaine a bien été effectuée. Qu'est-ce que je peux faire avec? Au niveau des rôles, je ne vais pas forcément lui changer son rôle. Hop. Donc, ici, on va faire suivant, suivant, suivant. Pareil, c'est très bien aussi cette partie-là. Si j'avais besoin, donc si c'était le scénario de VM AD, avec le vrai rôle de contrôleur de domaine, ici, dans serveur rôle, j'irai choisir justement le contrôleur de domaine. Ici, ce n'est pas le cas. Moi, tout ce que je vais faire,
pour utiliser cette machine avec la DDS, c'est d'aller dans les features. Et là, par contre, je vais plutôt aller du côté de Remote Services Desktop. Alors, j'ai un pavé qui s'excite un petit peu. On va y aller comme ça. Voilà, Remote Server Administration Tools. Ça me paraît plutôt pas mal. Feature Administration Tools. C'était pas ça, c'était plutôt Role Administration Tools. Voilà. Pourquoi pas remettre donc du coup mes outils ADDS et ADLDS par exemple. Peut-être d'autres aussi qui pourraient potentiellement être intéressants. On peut refaire les mauvaises pratiques d'avant, d'avoir son serveur AD qui soit aussi son serveur de fichiers, qui soit son serveur de plein de choses. Mais pourquoi pas? Je dis mauvaise pratique, mais en l'état, c'est pas si mauvais comme pratique. Mais voilà, vous mettez les outils qui vous intéressent et encore une fois, on est vraiment sur quelque chose que vous connaissez puisque c'est ce que vous faites aujourd'hui déjà sur des serveurs on-prem. Donc vous installez les outils et puis vous pourrez les utiliser a posteriori. Rien de plus à voir à ce niveau-là. La suite, c'est demain. C'est cette machine-là, je vais la sauvegarder. Je vais créer un coffre de Recovery Services, une stratégie qui me semble intéressante, que je vais vous proposer. Plusieurs stratégies, il n'y a pas une stratégie intéressante, la plus sécurisée de toutes. Donc, je vais vous en proposer plusieurs, mais qui auront toutes pour vocation à vous donner assez de granularité en termes de récupération de la donnée, de restauration de la VM complète ou de manière granulaire, et sans pour autant exploser les budgets, parce qu'il faut quand même trouver le bon curseur, le mettre au bon endroit. Et puis après, effectivement, ce ne seront que des propositions, des suggestions. Vous en ferez ce que vous voulez, bien entendu. Donc ça, on va voir ça demain. Et quand on aura sauvegardé la machine, je vais aussi vous montrer les options de restauration d'une machine Azure ou de récupération de fichiers et comment ça se passe. Même si pour la récupération, soit on a le temps et je ferai de l'inception, parce que je n'ai pas les droits d'admin sur mon PC, soit je vous dirai simplement comment ça se passe et puis vous allez voir que c'est assez simple pour le coup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez encore 5 minutes, voilà, 5 minutes de questions. Profitez-en. Profitez-en, sinon ça sera demain, même endroit, même heure, même tête, malheureusement pour vous. Voilà. Alors, en tout cas, le temps que les questions arrivent, s'il y en a, on peut que te remercier, Kevin, pour cette présentation. Et pour une fois, Et, j'ai pas fait d'effet démo sur mon mot de passe, j'en suis fier. Ça se voit pas. ouais, en fait, je suis vachement surpris. Je suis un peu déçu, tu vois. C'est devenu une habitude qu'on présente un running ensemble. gag. C'est ça, exactement. Bon, c'est pas grave, à la rigueur, on attendra pour. La semaine n'est pas terminée. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'on a encore une bonne marge de manœuvre pour que je fasse des tonnes de bêtises. Mais Exactement. voilà. Pour le coup, on a plus des messages de merci que de questions. Donc, je pense que tout a été clair pour la session d'aujourd'hui. Tant mieux dans tous les cas. Hein. Demain, vous pourrez les poser si le temps que ça mature un petit peu ce soir. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. On les prendra en introduction. Et sur ce, si vous n'avez pas de questions, nous vous souhaitons une très bonne fin de journée. Et on vous dit à demain pour l'épisode 3. Exactement. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ciao.